avec tout contentement. Vous savez, Antoine de Saint-Exupéry a dit un jour que vivre, c'est naître l'ombre. Et il a ajouté qu'il serait un peu trop aisé d'emprunter des âmes toutes fortes. On m'a raconté une chouette histoire. Dans une île du Pacifique, il y a une tribu qui s'appelle la tribu des Togo. Et dans cette tribu-là, quand un enfant va naître, les femmes de la tribu amènent la femme qui va coucher dans la nature, et quand l'enfant naît, il y a une femme qui commence à pousser quelques notes, puis une deuxième qui lui répond, puis une troisième, et ensemble, elles créent le chant qui va correspondre à l'enfant. C'est son chant à lui. Il n'appartient à personne d'autre. Et vous savez, dans cette société-là, il n'y a pas de système de punition. Quand l'enfant s'égare, quand il fait dans sa vie des choses qui vont à l'encontre des intérêts du clan, de la tribu, quand il met les autres en danger, on le prend à l'écart et on lui rechante son chant. On lui réapprend qui il est. On lui permet de réaccéder à son identité avant qu'il se soit perdu. Chez nous, il n'y a pas cette culture du chant. Par contre, au cours de ma vie, j'ai croisé des regards. Des regards qui m'ont appris ou qui m'ont réappris qui je suis. De diverses manières. Parce qu'un beau regard, un regard qui réveille la beauté en nous, c'est pas forcément un regard qui sur le coup nous fait du bien. On a parlé tout à l'heure du mythe du papillon, la chenille, la chrysalide, le papillon. C'est un bel archétype tout ça, on le retrouve dans les diverses religions, par exemple avec le démembrement d'Osiris, avec la mort de Jésus qui ressuscite après. C'est on mène sa vie, à un moment donné, on traverse la nuit, on traverse le tombeau, et puis on renaît grandi. Et bien tous ces regards-là, ils font ça pour nous. Mon premier regard de chenille, c'était celui de mon arrière-grand-père. Pour lui, j'étais unique. C'est lui qui m'a appris qui j'étais. C'est lui qui m'a appris que j'étais différent des autres. C'est lui qui m'a donné ma place dans la vie. Et mon arrière-grand-père, c'était le patriarche. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de puissance. Une grande moustache comme ça. Mon arrière-grand-père, c'était quelqu'un que tout le monde respectait. C'était quelqu'un qui faisait peur à tout le monde. Et moi, quand je rentrais crotté, il se mettait à genoux devant moi pour enlever mes chaussures, pour les nettoyer. Cet homme puissant-là, à genoux devant un enfant de 5 ans. Et puis plus tard, il y a eu d'autres regards. Il y a eu mon premier regard du tombeau, mon premier regard de la chrysalide. C'était celui de mon papa. Mon papa qui, quand j'avais 11 ans, a fait construire une maison, une nouvelle maison.
Et ils s'attendaient que, dans la mesure de leurs possibilités, ces fils donnent un coup de main, qu'ils aident à la construction de la maison, en transportant du sable, en transportant des graviers, en payant leur personne. Et moi, j'avais 11 ans. Je voulais pas de ça. Je voulais être avec mes potes. Alors il m'a appelé fainéant. Pas une fois, pas deux fois, plein de fois. Et à un moment donné, j'ai cru que c'était mon identité. J'ai cru que je m'appelais fainéant. Et puis je suis entré en révolte. Bienheureuse période de l'adolescence. Non, je ne suis pas ce que tu vois en moi. Je suis autre chose. Je suis bien plus que ça. Mais la révolte, ça fait des dégâts. Et ça en a fait des gros entre mon papa et moi. On a pris de la distance. J'ai vécu pendant un moment dans la rue. J'étais en perte de repère. Et puis il y a quelqu'un qui m'a rappelé mon identité par son regard. C'était un professeur de karaté qui m'a pris sous son aile, qui a pris ma défense face à la police, qui était très souvent sur mon dos à l'époque, hein, j'avais un look un peu particulier. Et il m'a regardé à nouveau comme quelqu'un de différent, comme quelqu'un de capable, comme quelqu'un qui pouvait grandir. Il ne m'a pas regardé une fois, parce que la blessure n'avait pas été faite en une fois. Il ne m'a pas regardé deux fois. Ça ne s'est pas fait en un jour, ça ne s'est pas fait en un mois, ça ne s'est pas fait en un an. Mais son regard n'a jamais faibli. Il a toujours été là pour moi. Et un jour, je suis devenu son assistant et je suis devenu moi-même professeur de karaté. Et comme je faisais de la protection rapprochée avec lui, surtout dans le domaine du spectacle, j'ai eu envie d'en faire mon métier. Et donc j'ai fait une formation de garde du corps. Et j'ai travaillé comme garde du corps pendant 10 ans. Et puis, il y a eu le 18 janvier 2008. Le 18 janvier 2008, il était 12h20. On était à Ixelles, près de l'agence européenne pour laquelle je travaillais. Et il y avait un gars bizarre. Et mon collègue me dit, tiens, va un peu voir ce qui se passe avec ce gars-là, il a l'air bizarre. Et je passe près de lui. Il me regarde. Il se retourne. Il sort un couteau et me frappe. Mon inconscient a réagi tout de suite, heureusement. Parce que consciemment, je n'avais pas vu la lame. La lame, elle venait comme ça. Qu'est-ce que mon inconscient a fait? Il a limité les dégâts, il a mis mon bras devant. La lame a traversé mon bras de part en part. Je me suis dit, oh là, je ne suis pas étanche. Il est temps de prendre de la distance par rapport à tout ça. J'avais la trouille. Je suis resté 3 semaines à la maison. Et quand je suis rentré, la première chose que j'ai fait, quand je suis rentré au travail, la première chose que j'ai fait, c'est m'obliger à repasser là où je m'étais fait agresser. Et la première fois, j'ai fait un écart. Je ne suis pas arrivé à passer sur le trottoir. Je suis passé sur la rue, parce que je ne suis pas arrivé à repasser à l'endroit où j'avais reçu ce coup de couteau. Regard du tombeau. J'aurais pu rester traumatisé. On m'a proposé de me faire aider, de me faire accompagner, je n'ai pas voulu. J'ai dit, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, point. Il ne s'est rien passé d'autre. Je suis toujours là. Mais je ne continuerai plus ce métier-là. J'ai donné ma démission et avec la prime de départ, je me suis offert ma première formation PNL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans ce coup de couteau-là, je ne serais pas ici. Sans cette agression-là, j'aurais jamais eu ce chemin.
Et une fois que j'ai pris ce chemin, j'ai à nouveau retrouvé des regards bienveillants, des regards qui m'élèvent. Il y a plein de personnes qui me regardent comme ça et qui m'ont permis d'exister dans ce milieu, qui m'ont permis de prendre ma place dans ce milieu. Je pense à Paul Pironnet, qui a été mon premier mentor. Je pense à Kevin Finet, qui est régulièrement avec moi. C'est des gens avec qui j'ai des échanges réguliers et qui me font me sentir vivant dans ce milieu. Résurrection. Papillon. Et puis il y a un regard particulier. Le regard de la personne qui un jour se positionne en face de vous. Et qui vous dit, je te vois. Pas je te vois parce que tu es là devant moi et que tu bouges mon soleil. Ok ? Je te vois à l'intérieur de toi. Je vois qui tu es. Je vois tes blessures. Mais c'est comme ça que je t'aime. Et cette personne-là, elle ne vous permet pas de sortir vos ailes. Elle vous permet de les déployer, de vous envoler. C'est à ce moment-là que je vous dis, fermez les yeux. Non, je rigole. C'était le running gag de l'après-midi. Ok ? Si je vous dis ça maintenant, vous endormez tous. Par contre, je vais quand même vous inviter à repenser à ces regards qui ont compté pour vous. À ces regards qui, à un moment donné dans votre vie, vous ont fait vous sentir différent. Regard de chenille, regard de chrysalide ou regard de papillon. Qu'est-ce que vous en avez fait? Comment ça vous a aidé à vous transformer? En quoi ça vous a fait grandir? Et vous? Vos regards à vous. Les regards que vous avez offerts aux autres. Parfois, regard chenille, parfois, regard chrysalide, parfois, regard papillon. On ne peut pas offrir que des regards papillons. Mais je voudrais que pour un moment, vous preniez conscience de toute la puissance qu'il peut y avoir dans un regard, de toute la puissance transformatrice qu'il peut y avoir dans la présence que nous offrons à l'autre. Nous pouvons lui offrir un supplément d'être ou au contraire l'anéantir. Nous pouvons le faire grandir ou tenter de le détruire. Évidemment, ça ne dépendra pas de nous, ça dépendra de la manière dont il répond à ce regard. Mais nous sommes responsables des regards que nous offrons. Alors vous allez sortir de cette salle bientôt. J'espère que vous aurez encore un petit temps pour un moment de partage avant de vous en aller. Je me demande, et vous pouvez vous demander, à qui appartiendra le premier regard que vous allez offrir? Et ce qu'il portera en germe.